retrouve notre collaborateur Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, on voulait revenir sur les élections de la semaine dernière, de dimanche dernier. Le taux de participation qui a été anémique au Québec, c'est dangereux pour notre démocratie? Ben oui, nécessairement. C'est pas sans raison que plusieurs pays, notamment en Europe, aussi en Océanie, certains pays, en fait, plusieurs d'entre eux ont adopté des mesures forçant le vote obligatoire. En d'autres termes, s'il ne va pas voter, il y a des sanctions pénales rajoutées à ça, essentiellement, habituellement des amendes, parce qu'on considère que la démocratie mérite d'être protégée. Quand on regarde les taux de participation ici et là, notamment dans les grands centres, à Montréal, si je ne fais pas d'erreur, on parle de 34 %. Donc, c'est un peu plus d'un tiers. C'est-à-dire qu'on peut le voir au tiers plein, comme on peut voir le verre d'eau aux 2 tiers vide. Et dans ce cas-ci, franchement, je pense qu'il faut le voir aux 2 tiers vides. C'est absolument énorme là, comme manque à gagner. Comment expliquer, Frédéric, que dans les plus petites municipalités, puis on en a plusieurs de belles petites municipalités au Bas-Saint-Laurent, le taux le taux de participation a été plus important? Est-ce que c'est parce qu'on se connaît, les visages, les gens se connaissent, sont peut-être plus impliqués, se sentent plus interpellés par la politique municipale? J'ai jeté un œil, en fait, sur la carte et effectivement, il y a une tendance très, très lourde, dans le bon sens du terme, qui fait en sorte que dans les plus petites municipalités, parfois dans les micro-municipalités de quelques centaines de citoyens ou quelques milliers au maximum, il y a effectivement eu un taux de participation beaucoup plus intéressant. L'hypothèse en sciences politiques est très, très certainement celle que vous venez d'invoquer, dans l'optique où les gens sentent la proximité avec cette même politique, souvent connaissent le candidat ou les candidats, se sentent interpellés. Et là-dessus, on peut y voir certainement une très belle chose. Maintenant, reste à savoir comment on peut exporter cette espèce de concept de proximité ou de l'importance de la proximité à des échelles hautes, c'est-à-dire par exemple à Montréal, à Québec et ailleurs. Autrement, comme on parle d'aller voter, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, qui va vouloir un jour, évidemment, faire son entrée à l'Assemblée nationale. Là, il était question de Marie-Victorin. On n'est plus certain. Est-ce que ce sera un candidat vedette dans Marie-Victorin pour s'assurer de la victoire de Paul Saint-Pierre Plamondon dans une autre circonscription? Mais il y a les libéraux qui sont très prêts à laisser aller, là, sans candidat libéral dans Marie-Victorin pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Vous me direz qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre parce qu'ils sont quatrième, là. Exactement. Ouais, puis Québec solidaire est pas trop certain. Est-ce qu'il y a une tradition qui va se perdre, c'est-à-dire que de laisser aller un chef pour qu'il soit élu et qu'il se retrouve finalement à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on est en train de perdre ça au Québec? Avant de répondre à votre question, quand vous parlez, le Parti québécois laisserait peut-être un candidat vedette. Je ne suis pas certain, moi, que le Parti québécois va être capable d'aller chercher un candidat vedette avec l'appui qu'il a actuellement dans les sondages. Et il est là, le casse-tête, en fait, pour Saint-Pierre Plamondon, parce que des comtés sûrs, il n'en existe à peu près plus au PQ. Pour répondre à votre autre question directement, oui, il y a une règle qui existe, qui fait en sorte que les autres partis laissent la voie libre au chef d'un parti, sauf que on parle nécessairement dans des cas où le comté appartenait déjà à ce même parti. Or, actuellement, Marie-Victorin est indépendant, dans l'optique où Catherine Fournier avait claqué la porte du PQ, on s'en souvient. Donc, techniquement, la règle ne s'applique pas. N'importe qui peut se présenter sans violer celle-ci. Et de toute manière, il y a déjà eu des exceptions à la règle en question. Donc, je ne crois pas, moi, que ce soit nécessairement une espèce d'embûche ou un obstacle. Et croyez-moi, la CAQ de François Legault a un objectif très, très précis en tête. C'est celui d'annihiler pour de bon le Parti québécois qui est dans une position de faiblesse historique. Je doute très, très fort que Legault et son entourage laissent la voie libre à Saint-Pierre Plamondon. Est-ce que Rimouski, le comté, la circonscription de Rimouski pourrait être une option intéressante pour Paul Saint-Pierre Plamondon? Les gens de la circonscription votent depuis longtemps pour le Parti québécois? Si on regarde les sondages, la CAQ en région, il y a des bastions là, qui demeurent pour le PQ. Il y a évidemment Matane où Pascal Bérubé, à mon avis, est élu parce qu'il est Pascal Bérubé et non pas parce qu'il est au PQ. Par rapport à Harold Lebel, là, c'est plus difficile nécessairement. Et est-ce que
la tentation de ne pas aller vers la CAQ la tentation, d'aller vers la CAQ risque d'être très, très, très forte, surtout si le PQ, par exemple, présente un candidat qui n'est pas tant vedette, ou encore Saint-Pierre Plamondon, qui, à ce que je sache, ne doit pas être si connu non plus dans votre belle région. Et autrement, dernier sujet, tiens, les partis de l'opposition à l'Assemblée nationale dénoncent unanimement cette attaque-là frontale de Christian Dubé contre le syndicat du secteur de la santé, accusé de nuire aux efforts de recrutement d'infirmières pour pallier le manque de main-d'œuvre dans le réseau. Vous avez une opinion là-dessus? Faire attention, parce que la façon, moi, Dubé, je l'aime bien comme gestionnaire. Je pense que c'est quelqu'un qui est solide, c'est quelqu'un qui est brillant, qui est organisé. Bon, il y a eu quelques erreurs de parcours, évidemment, comme il y en a tous, particulièrement à la santé où c'est difficile. Mais là, il faudrait peut-être arrêter de lancer la roche à tout le monde. Là, c'est rendu la faute des syndicats. Ben oui, imaginez donc qu'un syndicat, son job, lui, c'est de protéger ses membres. Donc, il est fort possible que dans une période comme celle-ci, où les infirmiers, les infirmières travaillent de manière absolument épouvantable, ce qui était déjà le cas avant, mais imaginez pendant la pandémie, surtout du fait du manque de personnel, bien certainement que les syndicats voudront négocier au profit de leurs membres, particulièrement pour ceux qui reviennent, qui sortent des retraites ou ainsi de suite. Alors que Dubé s'en offusque, que je trouve ça quand même un petit peu, peut-être prévisible très clairement, mais en même temps, c'est un peu normal, évidemment, que les syndicats agissent comme ça. Et peut-être que là, on est à une époque où on devrait tendre la main, adopter cette politique de la main tendue, essayer de trouver des solutions. Et puis oui, ça coûtera nécessairement un peu plus cher, mais on ne peut pas faire de peine au ministre Dubé, mais le gros bout du bâton, là, c'est pas lui qui l'a actuellement. Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel, politologue, collaborateur à l'émission. Merci, à la semaine prochaine. Surtout collaborateur, ne l'oublions pas. On ne l'oublie jamais. À la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.